Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. Nous commençons en Ouganda où la population attend une décision judiciaire après le récent scrutin présidentiel. Les candidats de l'opposition ont déclaré que le vote n'avait été ni libre ni équitable et ont lancé une pétition la semaine passée. Désormais, certains Ougandais s'interrogent sur l'indépendance des juridictions dans le pays. 2 semaines déjà se sont écoulées depuis la fin du scrutin présidentiel et la vie dans la capitale Kampala semble reprendre son cours normal. Mais sur le plan politique, les réactions sont partagées à la suite d'une pétition déposée devant la Cour suprême cherchant à remettre en cause la victoire du président Yoweri Museveni. Il y a un peu d'espoir sur le plan judiciaire à en juger ce qu'il s'est passé lors des élections de 2006 quand l'opposition avait déposé une pétition similaire et le parti au pouvoir l'avait quand même emporté. Nous n'attendons pas grand-chose. La justice doit faire son travail équitablement. Elle ne doit pas prendre en compte le fait qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'opposition, mais tous les Ougandais doivent pouvoir exprimer leurs droits devant la justice. Et pour les partisans du président Museveni, ils espèrent une victoire judiciaire. Comme nous avons remporté les élections, nous remporterons de la même manière une victoire face à cette pétition. Il ne va pas l'emporter car il est l'un de ceux qui désignent les juges. Mais il va l'emporter car tout est très clair quant à sa victoire dans de nombreux quartiers. Cette semaine, le président Museveni a reçu une copie de la pétition des députés représentant Amama Mbabazi qui est arrivé 3e du scrutin. Et la Cour a débuté ses auditions lundi. Le principal concurrent, Kizza Besigye, qui est arrivé second avec 35% des voix, n'a pas déposé de pétition devant la justice, mais souhaite un audit indépendant. Les observateurs de l'Union africaine ont indiqué que les élections en Ouganda ont été largement pacifiques, mais leurs homologues européens déclarent que les élections ont été menées dans une atmosphère intimidante. From the ballot to Uganda's Supreme Court. Des bureaux de vote à la Cour suprême ougandaise. Les 9 plus hauts juges du pays ont 30 jours pour se prononcer sur la pétition avant une décision attendue le mois prochain. Il semble qu'un nouveau moyen ait été trouvé pour combattre les djihadistes de Boko Haram. Les autorités nigérianes ont réussi à couper la route d'approvisionnement des combattants et ceux-ci sont progressivement affamés. On rapporte que cela aurait amené certains d'entre eux à se rendre. Jusqu'à 76 combattants affamés de Boko Haram se seraient rendus à Goza, à environ 80 km au sud-est de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Les rebelles auraient affirmé aux autorités que davantage de combattants souffrant de famine veulent se rendre. Goza est le bastion des rebelles, et Boko Haram en a fait un califat en 2014. L'armée a intensifié son offensive contre le groupe depuis décembre dernier, lorsque le président Muhammadu Buhari a donné 3 mois à ses chefs militaires pour vaincre Boko Haram. L'offensive a coupé les vivres et d'autres approvisionnements aux rebelles qui autrefois occupaient des territoires et y arboraient leurs drapeaux. L'État de Borno a aussi interdit le commerce de viande séchée afin de supprimer l'une des sources de revenus des rebelles, ceux-ci se finançant grâce à ce commerce. Plus de 20 000 personnes ont été tuées depuis que le groupe salafiste a lancé sa campagne pour fonder un califat dans la région nord-est du Nigeria. 2 millions de personnes ont par ailleurs été chassées de chez elles. La Cour constitutionnelle sud-africaine a rejeté le droit de faire appel au champion olympique Pistorius suite à sa condamnation pour le meurtre de sa compagne. La Cour suprême a requalifié sa condamnation en meurtre en décembre après que les procureurs ont fait appel de la précédente condamnation pour homicide involontaire. Pistorius a tué Riva Steenkamp le jour de la Saint-Valentin en 2013 et a passé ces derniers mois en résidence surveillée chez son oncle à Pretoria. L'athlète risque maintenant une peine d'emprisonnement d'au moins 15 ans. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré que son gouvernement allait prendre en charge l'ensemble des activités minières du secteur du diamant. Le dirigeant estime que les entreprises minières actuelles ont volé la richesse du pays. Cette déclaration a été faite une semaine après la directive du ministre des Mines préconisant la cessation de l'activité minière à Marange, un site de champ de diamants. Le gouvernement fait savoir que les entreprises minières n'ont pas fait preuve de transparence concernant leurs opérations et leurs revenus. Jeudi, le président Robert Mugabe a déclaré que ces entreprises avaient dérobé la richesse de la nation. Malgré le fait que les champs de diamants de Marange sont considérés comme le plus grand gisement découvert ces derniers temps, les retombées du site n'ont pas été financièrement significatives pour la population zimbabwéenne.
D'après le ministère des Mines, depuis 2010, le gouvernement a perçu 637,3 millions de dollars de revenus des mines. Le prolifique site de Marange a produit 29 millions de carats de pierres précieuses entre 2012 et 2014. Pour tenter de comprendre ces opérations opaques, le gouvernement a proposé la création d'une seule entreprise minière au sein de laquelle l'État posséderait 50% des parts. Une stratégie qui s'est d'ailleurs révélée être un succès au Botswana, pays voisin du Zimbabwe. Ce qu'ils ont fait, c'est avoir un partenariat gouvernemental avec De Beers. Cette joint venture s'appelle Debswana. En observant leurs résultats, je pense que l'économie du Botswana en a bénéficié. Ce que nous avons fait ici, c'est accorder pléthore d'autorisations à tellement d'entreprises et avec ce type d'approche fragmentée, on ne peut pas construire de compétences de base, que ce soit dans l'exploitation minière du diamant ou dans son traitement. Depuis 2014, les entreprises minières résistent au plan d'assainissement, période au cours de laquelle l'expiration de leur licence exigeait l'arrêt de leurs opérations. Deux entreprises ont engagé une procédure judiciaire réclamant un accès à leurs mines. Ces mines sont aujourd'hui contrôlées par le gouvernement, alors que les craintes se font pesantes concernant la sécurité des pierres précieuses. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de garantir la conformité avec les exigences minimum du processus de Kimberley pour éviter toute contrebande de diamants. En effet, si on accorde 90 jours aux entreprises, beaucoup de choses peuvent arriver en 90 jours. Pour le président Mugabe, l'État doit maintenant détenir le monopole. Cela pourrait d'ailleurs marquer un changement de politique. Le gouvernement pourrait mettre ses projets en suspens. L'objectif est de consolider et de mettre sur pied une entreprise dans laquelle il pourrait détenir 50% des parts et faire cavalier seul. Posséder une compagnie chargée de l'extraction minière de Marange permettrait d'exercer un contrôle total sur les revenus et, dans le meilleur des cas, d'en faire bénéficier l'économie nationale. En Somalie maintenant, où les autorités ont annoncé qu'elles allaient progressivement s'occuper des racines du problème de la forte émigration des jeunes Somaliens. Le gouvernement a déclaré qu'il était en train de réaliser beaucoup d'efforts pour créer des opportunités dans le pays, afin de les décourager à effectuer le périlleux voyage à travers la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Récemment, 14 jeunes Somaliens sont morts noyés en Méditerranée alors qu'ils tentaient d'atteindre l'Italie. Mais cet incident n'a pas découragé de nombreux autres Somaliens d'effectuer ce dangereux voyage malgré les risques. La plupart de ces jeunes souhaitent émigrer en Europe, un continent qui est actuellement déjà aux prises avec une grande crise migratoire. Les autorités somaliennes ont annoncé qu'elles étaient présentement en train de s'occuper de ce problème, afin de tenter de convaincre ces jeunes de rester dans le pays. Ce que nous faisons actuellement est de mettre en place un plan de développement économique et de faire que ce plan de développement s'adapte aux jeunes en leur créant de grandes opportunités de travail. À travers cela, nous espérons pouvoir réduire, sinon éliminer, l'immigration des jeunes vers l'Europe. En Somalie, 75% de la population est constituée de jeunes âgés de moins de 30 ans. Mais pendant des années, le chômage et l'instabilité ont forcé de nombreux jeunes à émigrer. Mais la majorité des jeunes du pays se disent optimistes et pensent que la situation est en train de s'améliorer. Cela fait des années que des jeunes, pour la plupart de mon âge, meurent en pleine mer. Je vis dans mon pays et la vie s'améliore ici. Mon conseil à ceux qui veulent émigrer est de penser aux dangers qui les guettent. J'espère qu'ils pourront changer leurs plans. Les jeunes sont les futurs dirigeants de demain. Certains de mes amis sont morts en tentant de chercher une vie meilleure ailleurs. J'ai choisi de ne pas les rejoindre. J'ai réalisé trop de choses ici. Je suis en train d'effectuer un master et je suis heureux de pouvoir participer à la reconstruction de mon pays. Mais selon les experts, les autorités doivent agir rapidement pour pouvoir lutter contre les passeurs, dont l'activité est devenue très large et très rentable, avant que la Somalie ne perde sa population de jeunes dans des bateaux surchargés, espérant que leur vie sera meilleure de l'autre côté. Un projet d'interdiction de vêtements d'occasion dans la région de l'Afrique de l'Est suscite des réactions partagées de la part des vendeurs et des utilisateurs finaux qui bénéficient de ces produits. C'est au sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est, à Arusha, en Tanzanie, que se négocie cette interdiction et qu'est demandé à chaque pays de développer un plan de transition avant que l'interdiction totale n'entre en vigueur. Explication. Il s'agit d'une journée chargée pour le plus ancien des marchés de Kampala.
Les vendeurs ici à Saint-Paly-Coudambé font leurs affaires en vendant principalement des vêtements et des chaussures d'occasion. Ces importations pourraient cependant être bannies du commerce de la région de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour de nombreux commerçants comme Maplé Namatovu, qui travaillent ici depuis plus de 10 ans, le bannissement des produits d'occasion importés pourrait nuire à ses affaires. Nous ne gagnons pas beaucoup, nous ne pouvons pas nous permettre les prix des usines. Vous voyez ce vêtement? Je l'achète à moins de 50 centimes de dollars et je le vends à peine plus cher. Avec cet argent, je m'occupe des enfants et je paye mon loyer. Mais dans le même temps, les réactions sont partagées. Certains commerçants préfèrent vendre de nouveaux produits. Lorsque nous commençons à vendre de nouvelles choses, cela signifie que notre monde se développe. Il n'y a pas de problème. Nous devons aller dans cette direction tant que les produits ne sont pas trop chers. Plus de 1500 tonnes de vêtements d'occasion sont vendus ici dans le marché du centre-ville et les acheteurs sont nombreux car les prix sont abordables, mais l'interdiction pourrait également toucher les consommateurs. Les dirigeants régionaux pensent que l'interdiction d'importation de chaussures et de vêtements importés stimuleront la production locale et créera davantage d'emplois. Cependant, certains Ougandais pensent que les biens produits localement sont chers et de qualité inférieure. Et pour les vendeurs d'occasion comme Maplé, l'avenir de son commerce dépendra considérablement de la décision de l'organe régional. Le ralentissement de la croissance en Chine a affecté plusieurs pays africains qui dépendent fortement de l'exportation de leurs matières premières. Si l'économie chinoise a stimulé la demande pour les matières premières au cours de ces 15 dernières années, elle est en passe de basculer vers une économie basée sur la consommation. Quelques industries telles que l'industrie du vin bénéficient aujourd'hui de la demande accrue en produits finis. La Chine reste donc un partenaire privilégié de l'Afrique. Les besoins de la Chine ont changé, tandis que certaines régions de l'Afrique ressentent les répercussions de la baisse de la demande en matières premières, d'autres profitent de la demande élevée en produits finis, comme le vin. La Chine et Hong Kong combinés consomment le plus de vin rouge dans le monde. Cela étant dit, nous devons prendre en considération que 80% du vin consommé en Chine est fabriqué en Chine, ce qui fait de la Chine la 5e région productrice de vin dans le monde. La Chine est devenue le 6e plus important marché de vin pour l'Afrique du Sud, avec 11 millions de litres de vin exportés tous les ans. Après 2 ans de diminution des ventes en Chine, les données des douanes montrent une augmentation de près de 33% de vin importé. Les commentateurs industriels voient cela comme un indicateur d'une possible reprise de la croissance rapide que nous avons vue avant la mise en place de mesures d'austérité il y a de cela 18 mois. Avec le ralentissement de la demande de vin de qualité de l'Europe et des États-Unis, les vignerons sud-africains ont réalisé qu'il y avait une opportunité pour des vins à prix modéré en Chine. Les producteurs ont ainsi modifié leur méthode de vinification, c'est-à-dire le processus de transformation du raisin en vin afin de répondre à la demande. Ces modifications ont créé un nouveau marché de vin élaboré pour satisfaire les besoins des Chinois. Il existe toutefois des risques, notamment si les consommateurs chinois réduisent leurs dépenses. Une croissance et un intérêt pour le marché de masse et cela est intéressant pour l'Afrique du Sud vu que nous pouvons assurer l'approvisionnement. La Chine est un marché en expansion mais les experts commerciaux nous avertissent que le vin n'est pas une exception dans ce qui a provoqué le ralentissement économique. Même si nous avons démontré une croissance formidable en termes de volume et croissance, nous ne devrions pas nous enthousiasmer trop vite. Cela étant dit, parmi les 10 principaux exportateurs de vin vers la Chine, l'Afrique du Sud a bénéficié le plus. La Chine est devenue l'un des premiers producteurs de vin à l'échelle mondiale. Et selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la Chine consomme plus de vin rouge que n'importe quel autre pays dans le monde. La pratique du wakeboard est en voie d'extinction en Afrique du Sud. Aussi, ce sport nautique exaltant a besoin d'une nouvelle image. Le meilleur pratiquant du wakeboard du pays essaie de réaliser cela à travers ses exploits sur l'eau et s'efforce d'attirer des sponsors pour un sport qui pourrait un jour faire des remous lors des Jeux Olympiques. Shaun Fazio est le meilleur wakeboarder du continent. Le 4 fois champion sud-africain pratique le wakeboard depuis l'âge de 5 ans et a sillonné le globe pour participer à des compétitions de ce sport qu'il adore. Le champion de 29 ans dit que cette pratique lui procure un sentiment de satisfaction qu'il ne peut pas expliquer. Peu de personnes peuvent voler dans l'air sur l'eau. Une majorité d'entre elles ne s'est jamais dressée sur l'eau. Mais pour moi, la montée d'adrénaline que cela engendre est simplement formidable. Une fois que vous le faites, vous voulez y retourner encore et encore.
L'habitant du fleuve Val pense que son sport devrait figurer aux Jeux Olympiques à l'avenir. Mais celui-ci est devenu si technique qu'il prive les spectateurs de beaucoup de plaisir et est impossible à suivre à certains moments. Lorsque j'ai commencé la pratique du wakeboard, ce n'était que de simples gars qui faisaient simplement des saltos arrière sur l'eau et des Riley, un petit peu comme des Superman, donc c'était très spectaculaire à regarder. À présent, parce que c'est devenu si technique, vous faites la même figure mais avec une rotation de 540 degrés, donc vous faites ce salto arrière avec une rotation de 540 ou un 720 degrés. Donc pour le spectateur, c'est si rapide qu'il se demande ce qu'il se passe et ce n'est plus si spectaculaire. La mission de Sean Facio est de rebâtir la discipline du wakeboard dans son pays, à une époque où le sport peine à attirer les foules. Il pense que le sport nécessite l'adhésion de sponsors afin de développer de nouveaux talents et de le rendre accessible à quiconque. Pour le moment, la pratique du wakeboard n'est pas là où elle devrait être. De nombreux jeunes l'ont arrêté. Ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour devenir les meilleurs wakeboarders. Dans le circuit mondial, le niveau est très haut. Et si vous considérez les Sud-Africains, leur niveau est très bas. En 2001, nous étions en fait des champions du monde. Notre équipe a gagné les championnats du monde. Et maintenant, nous ne sommes nulle part. Donc à présent, ce sport dépérit en Afrique du Sud. Et il nous faut revenir là où il était. Whirly Birds, Superman et Rayleigh sont des termes qui appartiennent au jargon de Sean Facio. Il est celui qui se bat résolument pour rendre la place qui lui revient au wakeboarding afin de remettre l'Afrique du Sud à sa place de 2001. La première dame du Kenya, Margaret Kenyatta, célébrera la 3e édition de sa course annuelle dimanche dans les rues de Nairobi. Des milliers de personnes sont attendues lors de l'événement. Reportage. Même si la première dame du Kenya, Margaret Kenyatta, est âgée de 51 ans, elle ne les fait pas du tout. Le régime d'entraînement intensif qu'elle poursuit lui assure une aptitude physique qui précède son âge. Cela fait 3 ans qu'elle s'entraîne et concourt à son demi-marathon de la première dame du Kenya afin de recueillir des fonds pour les membres les moins privilégiés de la société. Je cours parce que mes aspirations les plus profondes sont de transformer la vie dans les communautés kenyanes en atteignant la part de 0 cas de mortalité maternelle et de nouveaux cas de VIH, ainsi qu'une immunisation complète pour les bébés contre les maladies infantiles. L'argent provenant des différents dons dans le cadre de la campagne Beyond Zero sera utilisé pour mettre à la disposition des diverses communautés au Kenya des cliniques mobiles. Selon les estimations, 80 000 coureurs participent à la course depuis 2014. Et cette année, la première dame a invité une poignée de coureurs d'élite kenyans à prendre part à cet événement. Pourquoi l'athlétisme? Parce que l'athlétisme est identifié au Kenya et que les Kenyans s'identifient à l'athlétisme. Nous avons donc choisi quelque chose auquel tout le monde pourrait participer. Cette année, près de 20 000 coureurs sont attendus dans les rues de Nairobi dimanche, tandis que la philanthropie rencontre l'athlétisme. Les Jeux Olympiques représentent le summum dans la carrière de nombreux athlètes, mais le nombre de places très limité en badminton pour les Africains signifie que plusieurs d'entre eux ne réaliseront pas leurs rêves. Voici maintenant le parcours d'un athlète égyptien qui tente sa chance pour se rendre à Rio. Le parcours qui mène aux Jeux Olympiques n'est jamais de tout repos. Pour Ali El-Kateb, même si son rêve semble à portée de main, il est encore loin du but. J'ai dû quitter mon emploi pour tenter de réaliser mon rêve. C'est à ce point important. Même s'il a bien réussi pendant la phase de qualification, il n'est pas encore certain de se rendre au Brésil. Le classement de la Fédération mondiale de badminton sert à déterminer ceux qui pourront participer au tournoi olympique. Les joueurs doivent être dans le top 100 pour s'assurer une place. Il sélectionne seulement un joueur africain en double. C'est donc très difficile de se qualifier. Il faut être dans le top 50 et un des meilleurs du continent. La phase de qualification pour le badminton va se terminer en mai. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont à égalité dans le groupe africain. Mais si tous les espoirs sont permis, il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant d'arriver à Rio. L'aspect du financement est très important pour nous. La plupart des Africains ont du mal à gagner des médailles d'or parce que c'est difficile de bien s'entraîner. Nous n'avons pas de camp d'entraînement comme les joueurs des autres continents, comme en Asie ou en Europe.
Mais il y a encore de l'espoir. Plusieurs des meilleurs joueurs du continent ont reçu des subventions pour faciliter leur participation aux compétitions et ainsi devenir encore meilleurs. L'Afrique est devenue un endroit intéressant pour ceux qui aspirent à participer aux Jeux olympiques. Et avec la qualité de badminton que pratiquent les joueurs africains, plusieurs d'entre eux devraient pouvoir participer à des tournois internationaux, mais leur chance de remporter les grands honneurs n'est pas encore à portée de main. Afrique Info est à présent terminé. Merci pour votre attention et bonne suite de programme à toutes et à tous sur CCTV Français.